Le problème des pays de l'AES, c'est qu'ils sont pris en otage par des économistes, je qualifierais ça des économistes véreux. Il y a eu des États qui étaient en guerre et qui ont battu monnaie. Le cas de l'Inde et du Pakistan. Oui, c'est ça, l'Inde et le Pakistan, ils étaient en guerre. Quand il y a eu cession, ils ont battu monnaie. Il y a eu le cas du Pakistan de Bangladesh. Il y a eu le cas du sud de Soudan et du Soudan. Hein? Le Sud-Soudan, c'est le dernier. La monnaie relève de la souveraineté des États. Ouais. Et donc, les pays africains doivent naturellement avoir leur monnaie. Votre monnaie, c'est une volonté politique. Les pays de l'AES, comme j'ai dit, ils sont victimes des économistes qui les conseillent. Moi, j'aurais souhaité que, en tout cas, moi, je me porte volontiers et gratuitement, je suis prêt à assister au débat entre un seul chef d'État de l'AES, avec son conseil en économie sur la question monétaire, sur la question de la monnaie. Ce sont nous autres qui sommes dans la diaspora, qui travaillons dans la diaspora, qui envoient l'argent vers le pays. Nous sommes toujours les esclaves de la puissance coloniale. Parce que l'argent que nous produisons ici en devise, par exemple, j'envoie de Western Union vers le Togo, c'est la France qui capte le dollar en question. J'ai entendu les gens dire que pour battre monnaie, il faut la battre de FMI, d'un Banque mondiale. C'est faux, c'est pas vrai du tout. La Banque mondiale est le premier partenaire multilatéral du Mali, et avec un endettement qui dépasse 1500 milliards aujourd'hui. C'est des projets qui sont financés, c'est des appuis budgétaires qui étaient accordés. Sauf que nos chefs d'État de l'AES ne sont pas, j'insiste, ce ne sont pas des économistes, ce sont des militaires qui font leur job. Ils font leur job, ça je les félicite. Les économistes qui les conseillent, c'est eux qui sont aujourd'hui, moi, ce sont ces économistes-là que j'accuse de manque de... La France qui n'avait pas de l'or a pu amasser de l'or en Afrique et constituer des réserves. Et donc dit que désormais, la valeur de ma monnaie par rapport à l'or, puisque nous sommes dans le système de temps, la valeur de ma monnaie, c'est comme ça. C'est une aberration, une totale aberration. Ce n'est pas une totale aberration que de vendre de l'or qui a une valeur intrinsèque, qui est une monnaie qui a une valeur intrinsèque, contre des monnaies papier ou bien contre des chiffres. Ça n'a pas de sens. Mais... Et parlons maintenant donc des colonies françaises qui peuvent être indépendantes. Est-ce que vraiment nous sommes indépendants lorsqu'on parle aujourd'hui du franc CFA, quand on fait le lien avec les colonies françaises? Je vais faire juste une petite direction à revenir. Non, je ne pense pas que nous sommes indépendants. Je ne vais pas le dire. En matière économique, non. Parce que, vous savez, celui qui a le monopole de la création monétaire peut confisquer le travail d'autrui sans contrepartie. Et c'est ça que nous vivons en fait. C'est pas parce que la monnaie elle est imprimée en France, non, c'est pas ça le sujet. Mais c'est-à-dire que le franc CFA, c'est resté une monnaie coloniale. Et ça pénalise. Parce que tout ce qu'on fait comme activité, tout ce qu'on fait comme effort, y compris nous autres qui sommes dans la diaspora, qui travaillons dans la diaspora, qui envoient l'argent vers le pays, nous sommes toujours les esclaves de la puissance coloniale. Parce que l'argent que nous produisons ici en devise, par exemple, j'envoie de Western Union vers le Togo, c'est la France qui capte le dollar en question et on donne l'autorisation à une banque commerciale, bien une institution commerciale de donner la contrepartie en CFA à mes parents, ayant bénéficié au pays. Donc, quelque part, je suis toujours esclave de la France en quelque sorte. En lien avec l'actualité aujourd'hui, monsieur Yemi de Souza, on parle des pays de l'AES qui, à un certain moment, ont claqué la porte, puisque c'était le tour du Burkina Faso donc, de présider l'UEMOA. Alors, quel est votre premier point de vue sur ce claquement de porte du Burkina Faso? Moi, je pense que les pays de l'AES peuvent faire mieux que ça. Ils devraient normalement quitter l'UEMOA dès lors qu'ils ont compris qu'ils doivent défendre leur indépendance et leur souveraineté pleine et entière. Ils devraient quitter. Le problème des pays de l'AES, c'est qu'ils sont pris en otage par des économistes, je qualifierais ça des économistes véreux, qui sont toujours au service de l'impérialisme financier. Ce sont ces économistes qui conseillent aux chefs d'État de l'AES de ne pas quitter l'UEMOA, donc le franc CFA, ils leur vendent la peur en disant si vous quittez, vous ne pouvez pas gérer votre monnaie, manani. Donc c'est-à-dire que c'est la peur seulement qui fait que les pays de l'Est ne quittent pas. Et c'est parce que aussi ce sont des militaires, ce ne sont pas des économistes. Il faut que des gens puissent débattre, discuter avec eux, les convaincre du point de vue qu'il y a une nécessité de quitter le franc CFA, de quitter l'UEMOA. Alors moi je pense aussi que c'est l'occasion maintenant de quitter l'UEMOA. Vous savez, battre monnaie, c'est rien du tout. La monnaie physique telle qu'on la voit, ce sont des signes. Si on décide par exemple de changer ces signes-là et de les remplacer, de remplacer le signe qu'on utilise aujourd'hui avec de nouveaux signes monétaires, ça peut se faire. On ne va pas modifier les canaux de distribution.
Et donc, par conséquent, on peut le faire. Moi, je me rappelle que, avec mon âge, j'ai eu à voir plusieurs billets de 10 000, de 5 000, changer de couleur, changer de forme parfois. Donc, c'est la même chose. On change seulement de signe monétaire. Au lieu, par exemple, d'utiliser le franc CFA, on va utiliser l'AES. On dit une unité du franc CFA, c'est une unité de l'AES. Et puis, on change ça. Et 3 mois, 6 mois maximum, on peut faire le ratissage de l'ensemble de signes monétaires actuels qui est dans la zone UMOA et puis qui est dans la zone de l'AES et puis remplacé par un autre signe monétaire et puis voilà, le tour est joué. Ça continue quoi. Maintenant, il se peut par exemple que on va essayer de déstabiliser ça en créant de vraies fausses monnaies. Mais ça c'est du service rendu. On crée de vraies fausses monnaies pour essayer d'injecter ça dans l'économie de ces pays. Il n'y aura pas non plus de problème. On va continuer. L'essentiel, c'est que ces pays doivent contrôler leurs revenus en devises étrangères. C'est ça la chose la plus importante. Alors, quels peuvent être les impacts sur le plan économique par rapport à un pays qui bat sa propre monnaie? Puisqu'on voit le cas donc de beaucoup de pays comme le Ghana et autres. Quels peuvent être véritablement l'effet direct sur l'économie du pays? Ouais, si vous avez votre propre monnaie, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Il faut un changement de paradigme économique. C'est ça, au fait, la chose la plus importante. Prenons concrètement le financement du budget de l'État. Aussi longtemps qu'on va rester dans le paradigme qui voudrait que l'État soit financé par la fiscalité et les emprunts, l'État sera toujours limité. Donc, si vous avez votre propre monnaie, il faut financer le budget de l'État par la Banque centrale via ce qu'on appelle le circuit du trésor. Pour ne pas dire qu'il faut financer par la création mondiale, tout simplement. C'est-à-dire que l'État a besoin de X milliards d'argent pour son fonctionnement. Oui, on demande par la loi, bien évidemment, par la loi, on demande au banquier central de créer cette monnaie, de mettre ça à la disposition du trésor. De la même manière dont aujourd'hui, on finance le budget de l'État par la fiscalité, on continue. Mais sauf que la source de financement ne serait plus la fiscalité, ce serait la création monétaire de la Banque centrale. Voilà. Et on va utiliser la fiscalité pour réguler maintenant la masse monétaire dans l'économie. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, des gens disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Au niveau de l'UMOA, quand je parle avec les uns et les autres, ils disent qu'on ne peut pas le faire. Ok, mais il faut quitter l'UMOA pour pouvoir le faire. Il faut quitter l'UMOA et battre votre propre monnaie pour pouvoir le faire. Le Ghana, par exemple, l'exemple du Ghana. Pourquoi le Ghana ne parvient pas à le faire? Parce que ce sont des gens qui sont convaincus d'une idéologie. L'idéologie, elle est que oui, il faut que l'État soit financé par la fiscalité et les emprunts. Alors, c'est une idéologie très très récente. Ça a commencé en 1979 en Angleterre avec Thatcher et puis ça a été repris en 81 par Reagan aux États-Unis. Et c'est depuis lors que voilà, on a changé de paradigme. On se fait financer par la fiscalité. Quand bien même financer son économie par la fiscalité, ça pénalise l'activité. On continue toujours pas de le faire. C'est une pure idéologie. Donc battre monnaie seul ne suffit pas. Il faut changer de paradigme du financement du budget de l'État. C'est ça la chose la plus importante. Parce que l'État joue le rôle de locomotive de l'économie d'un pays. Si, par exemple, les pays de l'AES décident aujourd'hui donc de battre leur propre monnaie, est-ce qu'il y aura des processus à faire avant donc de les mettre en ligne ou comment est-ce que ça se fait généralement lorsqu'un nouveau pays bat sa propre monnaie? Ok. Et j'ai entendu tellement de choses qui ne sont pas vraies. Pour battre monnaie, c'est une décision. Point barre. Je décide de battre monnaie, simple. Et vous décidez, vous mettez ensemble ce qu'il faut. Pour battre monnaie, si vous voulez produire les monnaies physiques, mais il faut des imprimeries, il faut une imprimerie pour le faire. Si vous pouvez avoir l'imprimerie, pourquoi pas? Si vous ne pouvez pas l'avoir, les papiers en question, vous pouvez demander, il y a d'autres institutions, il y a d'autres, sous d'autres cieux, on peut vous produire votre monnaie. On peut vous produire ça. Vous allez les payer en devises, mais avec de l'or, et puis on va vous produire votre monnaie. Simple, c'est une décision. J'ai entendu les gens dire que pour battre monnaie, il faut l'avoir de FMI, d'un banque mondiale. C'est faux, c'est pas vrai du tout. Allez chercher ça sur n'importe quel support de recherche, vous allez voir que c'est faux. Ça n'existait pas. Mais j'ai vu des économistes sérieux dire ça. Je ne veux pas offenser des gens aujourd'hui parce que je vais être très poli. Je ne vais pas donner le nom. Mais ils se reconnaissent. Ils ont dit ça, je les ai contestés. J'ai écrit sur eux. J'ai apporté la preuve que c'est faux. On n'a pas besoin de l'avoir de qui que ce soit pour battre monnaie. C'est une décision. Il y a eu des États qui étaient en guerre et qui ont battu monnaie. Le cas de l'Inde et du Pakistan. Oui, c'est ça. L'Inde et le Pakistan, ils étaient en guerre. Quand il y a eu cession, ils ont battu monnaie. Il y a eu le cas du Pakistan de Bangladesh. Il y a eu le cas du sud de Soudan et du Soudan. Le Sud-Soudan, c'est le dernier à avoir battu. Ils ont leur propre monnaie. C'est le nouveau État. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une volonté politique. Donc, si vous voulez battre monnaie, c'est une volonté politique. Les pays de l'AES, comme j'ai dit, ils sont victimes des économistes qui les conseillent. Moi, j'aurais souhaité que, en tout cas, moi, je me porte volontiers et gratuitement, je suis prêt à assister au débat entre un seul chef d'État de l'AES, avec son conseil en économie sur la question monétaire, sur la question de la monnaie. Je pense qu'il sera convaincu. Et si l'économiste en question, il est de bonne foi, oui, on va travailler ensemble pour soutenir ces pays-là à faire le nécessaire. Ils ont des mauvais conseils ou soit ils ont des conseillers qui, parfois, peut-être ne savent pas.
C'est aussi possible. Mais je pense que, en tant qu'économiste, je ne peux pas aller insulter l'intelligence de mes confrères en disant qu'ils ne savent pas. Non, ils savent. Ils savent ce que nous disons. Ils savent qu'on peut battre monnaie. Ils savent qu'on doit battre monnaie. Ils savent aussi qu'on doit contrôler nos revenus en devises étrangères, ce qu'on appelle le contrôle de capitaux. Ils savent aussi que le paradigme du financement du budget de l'État n'est pas bien, qu'on doit changer ce paradigme. Ils savent tout ça, sauf qu'ils ne veulent pas. Voilà la vérité pour moi. Vous venez donc d'évoquer un sujet très important concernant donc les conseils économiques des pays de l'AES. Monsieur Yemi de Souza, vous, à la place de ces économistes, quels conseils pouvez-vous donner à ces présidents de l'AES? La première des choses, c'est de battre monnaie et de régler la question du chômage. On a des besoins. On a des populations qui peuvent travailler. Il suffit seulement, il y a ce qu'on appelle le ministère du plan. On fait des provisions. On dit, on a besoin de construire des salles de classe. La seule question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a des gens pour le faire? On n'a pas besoin de 10 000 ingénieurs. On a besoin de quelques ingénieurs avec des ouvriers, et puis voilà, le tour est joué. On va construire des salles de classe. Comme on va construire des salles de classe, il faut quand même rémunérer l'activité. Donc, il faut donc qu'il y ait de l'argent. Voilà. C'est-à-dire, l'argent permet de rémunérer l'activité et ça permet d'aller vite, c'est tout. Sinon, sans l'argent, on peut toujours rémunérer l'activité. Donc, on va créer donc la monnaie par la Banque centrale, par le biais de cycle de trésor, on finance l'activité. Et puis, on met les gens en activité et ils vont construire les salles de classe. On a dit, on a besoin de logements en Afrique. Donc, en faisant ça, on va régler un problème. On va régler le problème du terrorisme. Le terrorisme, aujourd'hui, est nourri par nos propres enfants qui sont en chômage et qu'on vient manipuler. On les occupe. Je suis désolé de vous dire ceci aussi. Le terrorisme, c'est une activité, puisqu'elle est rémunérée. On détruit, mais elle est rémunérée. Donc, on laisse nos enfants à la disposition des gens qui viennent les utiliser pour la destruction de nos pays, dans le seul but de piller nos richesses. Donc, à nous-mêmes d'occuper nos jeunes, que d'autres viennent occuper pour faire le terrorisme, à nous de les occuper pour la construction de nos pays, de la nécessité, si effectivement on veut régler la question de l'insécurité dans nos pays, oui, il faut occuper nos populations capables de travailler. Et non les laisser à la disposition. Donc, je vais encourager ces chefs d'État-là en faisant la démonstration que oui, on peut battre monnaie. Et battre monnaie ne signifie pas avoir l'inflation. C'est du pipeau, cette histoire d'inflation. Ça n'existe pas. Ça n'existe que si vous créez les conditions pour que vous puissiez l'avoir. C'est pas parce qu'on a sa propre monnaie qu'on va vivre l'inflation. Autre chose, les gens parlent souvent quand je dis il faut battre monnaie, on me jette au visage, mais vous voyez le CDI, le Naira qui fluctue. Oui, c'est monnaie fluctue dans un système donné. C'est monnaie fluctue parce que les gens acceptent que c'est monnaie flucue. S'ils disent que ça ne va pas fluctuer, ça va varier, il n'y aura pas de variance. Est-ce que ça va varier? Donc, c'est une question de volonté politique. Sauf que nos chefs d'État de l'AES ne sont pas, je dis, ce ne sont pas des économistes, ce sont des militaires qui font leur job. Ils font leur job, ça je les félicite. Les économistes qui les conseillent, c'est eux qui sont aujourd'hui, moi, ce sont ces économistes-là que j'accuse de manque de patriotisme, que j'accuse de trahison de l'Afrique. Voilà. L'une des choses n'est pas d'accuser, mais de proposer des solutions. C'est pour ça, donc, et nous faisons nos émissions pour faire des propositions. Alors, oui, ça c'est vrai. Au début, j'ai même précisé que je vais être poli, mais voyez-vous, parfois on voit la réalité et puis on dit, mais comment est-ce que ça se fait que des propres frères font ça à leurs propres frères? Parce que je ne peux pas croire qu'ils ne savent pas, ils savent. Voilà, mais je reste poli. On constate véritablement en France que la France dispose des réserves d'or aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est cette colonie qui bat nos monnaies qu'elle dispose aujourd'hui de ces réserves d'or? La réponse est oui. Il suffit seulement de consulter l'évolution de la parité du franc CFA avec le franc français. Et au début, quand on a créé le franc CFA, si vous voulez bien, je vais jeter un coup d'œil rapide sur le schéma. Pour que je ne dise pas de bêtises, je vais donner les chiffres exacts plutôt. Au début, en 1945, un franc français faisait 0,588 francs CFA. 0,588 francs CFA. Et puis en 1948, un franc français faisait 0,5, c'est-à-dire un franc français, ça fait la moitié du franc CFA. Et puis en 1960, au moment où nos pays devenaient indépendants, on a changé la parité. La France dit elle a créé du nouveau franc. Et puis, la France dit que désormais, un franc français va faire 50 francs CFA. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, la France qui n'a pas de l'or, nous étions toujours dans ces périodes-là, ce sont des périodes de l'état or. La France qui n'avait pas de l'or a pu amasser de l'or en Afrique et constituer des réserves. Et donc, dit que désormais, la valeur de ma monnaie par rapport à l'or, puisque nous sommes dans le système de l'état or, la valeur de ma monnaie, c'est comme ça. Et cette valeur de la monnaie française a été faite sur le dos des Africains. Je rappelle que celui qui a le monopole de la création monétaire, c'est-à-dire l'émission de la monnaie qui sert à rémunérer l'activité sur un territoire, peut confisquer le travail d'autrui sans contrepartie. Et c'est ce que la France a fait. Et c'est ce qu'elle a fait. On ne va pas me dire le contraire. C'est ce qu'elle a effectivement fait. Elle a su quand même ramasser l'or. Je rappelle que juste un passé récent,
Le Burkina n'a pas de l'or dans ses réserves. C'est quand Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, il constate que le pays n'a pas de l'or. Ils disent, mais c'est absurde, on ne peut pas produire de l'or qui est une monnaie. Et puis nous, on ne va pas en avoir dans nos réserves. On doit en avoir. Il a commencé par constituer les réserves d'or. Ouais. Et je rappelle aussi que c'est une aberration, une totale aberration. Ce n'est pas une totale aberration que de vendre de l'or qui a une valeur intrinsèque, qui est une monnaie qui a une valeur intrinsèque contre des monnaies papier ou bien contre des chiffres. Ça n'a pas de sens, mais on le fait toujours. Et il y en a qui sont très contents en disant que le pays a vendu 90 tonnes d'or contre tel milliard de dollars. C'est ridicule, mais on le fait. On ne devrait pas vendre de l'or, on devrait garder de l'or et utiliser l'or comme monnaie pour échanger. Tout le monde a besoin d'or à travers le monde, tout le monde. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on vend de l'or si ce n'est que, ça c'est pas une accusation, hein, mais je suppose qu'on vend de l'or afin de permettre à un certain nombre de personnes de faire sortir l'argent du pays, parce que c'est plus facile de bouger de l'argent liquide, bien de l'argent à travers les jeux de chiffres d'ordinateur, de bouger l'argent d'un pays, de chez nous, vers l'extérieur. Donc on vend l'or du pays qu'on ne peut pas facilement transporter à l'extérieur pour récupérer de l'argent qu'on peut sortir après. Ouais, c'est pas bien quand même. Chaque année, le FMI et la Banque mondiale organisent des assemblées annuelles au mois d'avril et au mois d'octobre, où tous les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et tous les grands financiers du monde se retrouvent pour parler un peu de la coopération économique et financière dans le monde. Et chaque pays a l'occasion donc de rencontrer la Banque mondiale et le FMI, les plus hautes autorités de ces institutions, pour évoquer le point d'étape de la coopération et voir éventuellement quels sont encore les canaux par lesquels ils peuvent continuer à améliorer la coopération entre les structures. Donc c'est dans ce cadre que, en tant que ministre de l'économie et des finances, j'ai conduit la délégation malienne qui était composée de la Banque centrale, du président de l'association professionnelle des banques et de certains collaborateurs au niveau du ministère de l'économie, comme d'habitude, pour aller participer à la session du mois d'avril. Dans le même temps, l'un des éléments importants, c'est l'endettement. Le taux d'endettement du Mali est de l'ordre de 50,2%. Je rappelle qu'en 2020, on était encore à 49,9%. On a oscillé à 52% en 2021 pour retomber à 51% en 2022 et à 50% en 2023. Donc c'est pour dire que c'est un ratio extrêmement important auquel nous tenons beaucoup. La norme communautaire, c'est qu'il faut avoir un taux d'endettement inférieur à 70%. Mais nous, aujourd'hui, nous oscillons régulièrement autour de 50%, ce qui est vraiment quelque chose qui dénote toute la rigueur que nous voulons mettre autour de cette activité. Quelle est notre politique en matière d'endettement ? On se dit d'abord, la première chose, il faut que quand un projet est soumis, le projet soit pertinent. D'abord, en ce sens qu'il y ait l'opportunité, est-ce que c'est dans un secteur d'activité qui est en lien avec les orientations économiques et politiques du gouvernement ?